0,1 étoile. Bon. Appartenant à 0,1 étoile, tel que le oméga se termine par un 0. Donc, pour construire une grammaire qui génère ce langage, il faut définir 4 choses, puisque tel qu'on l'a défini la dernière fois, on a dit une grammaire est un quadruplé constitué d'un ensemble de terminaux X, un ensemble de non-terminaux N, un ensemble de règles de production et un axiome. Donc, je commence par définir mon alphabet, puisqu'il m'a dit que ce sont des mots appartenant à l'ensemble 0, 1 étoile. Cela sous-entend que je vais manipuler des terminaux qui sont des chiffres de type 0, 1. Donc, ensemble X égale 0, 1. Je suis là. Concernant l'ensemble des non-terminaux, l'ensemble des non-terminaux, il contient au minimum l'axiome S. Maintenant, quand vous construisez votre ensemble, vous mettez le S et après, vous verrez en fonction de votre grammaire. À chaque fois que vous avez un nouveau non-terminaux que vous avez manipulé dans vos règles de production, vous l'ajoutez à l'ensemble N. Maintenant, l'ensemble P des règles de production. Donc, je vais construire mes règles de production. Il est question de construire la grammaire correspondante au langage constitué de mots. Ces mots, ils sont c'est un code binaire, c'est des 0 et des 1, mais ils se terminent par un 0. Ceci dit, donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vais dire tout simplement, le S me donne un 0S, donc quand je trouve un 0, ce qui est à gauche, c'est là où j'étais. Ce qui est à droite, c'est là où je vais. Donc, j'étais sur le S. Quand je trouve un 0 ou bien un 1, je les saute, c'est-à-dire que je les ignore. Donc, je vais rester dans le même état en ignorant le 0 et le 1. Maintenant, à un moment donné, je vais trouver le dernier 0 qui va me permettre de m'arrêter. Donc, je mets 0 et je m'arrête. Je passe au deuxième langage, le langage L2. Donc, c'est l'ensemble des mots 0, 1 étoile, tel que le mot oméga comprend un nombre 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des mots qui contiennent des 0 et des 1, mais la caractéristique des mots que cette grammaire doit accepter, ce sont les mots qui contiennent un nombre pair de 0. Je n'ai pas dit une succession de nombres pairs de 0. J'ai dit un nombre pair de 0. Les 0, ils peuvent se succéder ou pas. L'essentiel, c'est que en regardant mon mot oméga, je trouve que le nombre de 0 est pair. En d'autres termes, il peut être nul, je peux trouver aucun 0, je peux trouver 2 0, 4 0, 6 0, etc. Donc, bien sûr, l'ensemble de X égale 0, 1. Pour les non-terminaux dépendent de vos règles de production, de votre ensemble P. Donc, vous construisez d'abord votre ensemble P et ensuite, vous revenez pour construire votre ensemble N. J'ai dit l'ensemble N, il contient au minimum un axiome S. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je démarre l'axiome, si vous voulez, c'est l'état de démarrage. Donc, je démarre à partir de S. Quand je trouve un 1, regardez d'abord, quand je trouve un 1, qu'est-ce que je fais? Quand je trouve un 1, je reste sur place, je l'ignore. Le 1 ne m'intéresse pas parce que moi, ce que je veux, c'est compter le nombre de 0. Donc, il faudrait que j'ai une méthode qui me permet de vérifier est-ce que je suis arrivé à un nombre pair de 0 ou un nombre impair. Donc, le 1, je l'ignore. Donc, j'étais sur un S. Quand je trouve un 1, je reste sur place. Donc, je l'ignore le 1. Mais quand je trouve un 0, hop là, je dis, tiens, j'ai trouvé un 0. Donc, je descends. Je vais vers le A. Quand je suis sur le A, quand je trouve un 1, je l'ignore. Je reste encore sur le A. Mais quand je trouve un 0, je remonte en haut. Je dis, tiens, là, j'avais un 0 qui m'a permis de descendre vers le A. Et là, quand je trouve un deuxième 0, je vais remonter vers le S. Donc, je vais m'arrêter sur quoi? Je vais m'arrêter sur le S parce que c'est le S qui me permet de détecter un nombre pair de 0. Du coup, je mets le epsilon à ce niveau-là.
Maintenant, on doit vérifier. Le mot vide epsilon, est-ce que c'est un mot qui comprend un nombre pair de zéros? Le mot vide epsilon, il comprend 0, 0. C'est-à-dire, il vérifie la condition. Donc, le epsilon, il doit être accepté par notre grammaire. Et c'est exactement ça. Regardez, le S me donne epsilon. Donc, le S, il permet de générer le mot vide. Tout ce qui est généré par le S, on a défini la dernière fois ce que c'est qu'un mot généré par une grammaire. On a défini ce que c'est qu'un langage généré par une grammaire. On a dit que tous les mots générés à partir de l'action constituent le langage. Et là, regardez, le epsilon est un mot qui contient un nombre pair de zéros. Et là, le S, il me donne un epsilon parce il contient 0, 0. Pour le reste, dès que j'ai un 0, je descends. Dès que j'ai un 0, je remonte. Et c'est-à-dire, supposons que j'ai le mot 1, 0, 0, 1. Regardez. 1, je descends, je reste sur place, je boucle. 0, je descends. Un autre 0, je remonte. Un 1, je reste sur place et je m'arrête. C'est la fin. Voilà. Donc là, j'ai généré tous les mots qui comprennent un nombre pair de 0. Je passe au troisième exemple. Le langage L3. Le langage L3, c'est l'ensemble des mots appartenant à l'ensemble 0, 1 étoile, tel que, là, quand je mets les deux barres verticales, c'est la longueur, tel que la longueur du mot oméga égale 1 modulo 3. Ça veut dire quoi? La longueur du mot oméga égale 1 modulo 3, c'est-à-dire, c'est les mots, je vais accepter les mots qui ont une longueur 1, 4, 7, Madame, 10, Madame, oui. vous pouvez répéter le pair, j'ai pas compris. J'ai expliqué le pair, il va falloir qu'on avance. Vous voulez travailler en respectant, juste une question, puisque tu fais est-ce que le message qui vient de la part de la déléguée, le message que la déléguée a envoyé hier, est un message qui vient de la part de toute la section? Ou bien c'est elle qui l'a envoyé toute seule? Ou bien avec quelques étudiants? Il vient de toute la section, madame. Il vient de toute la section. Donc, Bien toute la sûr, section, toute la section. Qui a dit bien sûr, oui? C'est moi, Qui a madame. dit bien sûr? C'est toi moi. pas. C'est Oui. Mouka, c'est ça. D'accord. Oui, Donc, madame. il vient de toute la section. Toute la section a dit qu'elle refuse de faire 3 heures. Oui, madame, vous pouvez leur expliquer, vous pouvez leur demander si vous voulez. Non, mais je n'ai pas à demander. Bon, donc, toute la section a demandé de faire 3 heures. Mais pourquoi? Quelle est la raison? Madame, c'est antipédagogique. On ne peut pas rester devant nos étudiants. Non, attention. N'utilise pas les mots à gauche, à tort et à travers. N'utilise pas mes mots. Antipédagogique, quand la journée est chargée. Est-ce que vous avez eu quelque chose la matinée? Est-ce que vous avez eu un cours la matinée, un TD, un TD? Madame, non. On ne peut pas rester devant 4 heures d'affilée, c'est pas possible. 4 heures? Pourquoi 4 heures? Qui a parlé de 4 heures? Madame. À l'université, vous n'aviez pas l'habitude de faire 4 cours de 1h30 chacun? C'est pas la même chose, madame. Rester devant un écran et entendre une prof qui va parler et tout, c'est pas la même chose que voir et entendre la prof. 3 heures, vous trouvez que c'est trop? Oui, madame, c'est 3 heures. 3 heures, c'est trop. Madame, si vous voulez, vous pouvez la rattraper en présentiel, c'est avec plaisir, mais devant un écran. Je ne veux pas. C'est pour vous. Qu'est-ce que je veux ou je veux pas? Moi, je peux me limiter au minimum. Vous n'avez pas compris une chose. Écoutez, vous êtes la première section qui dit que c'est trop. Vous êtes la première après je ne sais combien d'années d'expérience. Et j'ai vu les étudiants de tous les niveaux. C'est-à-dire les premières, les deuxièmes, les troisièmes, les masters 1, les masters 2, j'enseigne même les doctorants. Et vous me dites que c'est trop, vous me choquez. Est-ce que c'est trop 3 heures? Vous savez, on peut faire le minimum, mais quand on fait le minimum, qu'est-ce qui va changer? Le nombre d'exercices. C'est ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de dire.
Quand l'enseignant vous donne le minimum, quand on réduit le volume horaire, c'est pas le contenu du programme qui va changer. Vous n'allez pas avoir des chapitres en moins. Une fois pour toutes. Le programme de l'université de Bab Zouar, c'est le même. Ce qui va changer, c'est le nombre d'exercices. C'est là où l'étudiant va comprendre mieux. Donc, quand vous trouvez un enseignant qui prend de son temps, qui prend de sa santé, parce que le temps, c'est de la santé, le temps, c'est de l'argent. Quand l'enseignant prend de son temps, quand il prend de sa santé, ça ne veut pas dire qu'on a du temps. Loin de là, on n'a pas le temps. Pas du tout. Mais quand on veut faire bien son travail, quand l'enseignant veut bien faire son travail, quand il veut aider les étudiants, comment aider les étudiants? Rajouter des exercices pour que tous les étudiants puissent comprendre. Madame, je suis d'accord avec vous, madame. Madame, je suis d'accord avec vous, mais les séances de 2 heures, madame. Madame, sur 3 heures d'affilée, c'est très difficile. Je trouve généralement, les gens décrochent après 2 heures, 1h30, 2 heures. À la limite, on aurait pu faire une demi-heure de pause. Une demi-heure de pause. Bon, en tout cas, j'espère que j'ai fait passer mon message. Madame, si c'était en présentiel, on peut concentrer plus. Mais au PC, c'est dur, madame, un peu de 3 heures. Madame, je sais pas. C'est prouvé. Un informaticien, il ne travaille pas 3 heures en face de la machine. Oui, madame, pour concentrer à des modules qu'on n'a pas vus déjà, c'est des nouveaux modules pour nous. Madame, c'est dur de rester 3 heures comme ça. Mais quand l'enseignant prend 3 heures, c'est mieux que, par exemple, si je fais mon cours en 1h30, ça veut dire que je vais ajouter des exercices. C'est dans ce sens. Et donc, tu seras plus à l'aise. Madame, on n'est pas contre les exercices. Madame, vous étiez contre le TD. Non, on n'est pas contre le TD. On est contre les horaires. Écoutez. On va s'organiser autrement. Mais laissez vos enseignants faire leur travail. On veut votre bien. On veut le bien de l'Algérie. On veut votre bien. On est contre les horaires et on n'est pas contre les enseignants. Et je sais que tu ne seras pas contre l'enseignant. Moi, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. On est des X et des Y. Madame, d'accord. L'année passée, on a fait de 8h à 6h. Non, c'est 8 trop, heures, 6 heures. madame. Écoute. De 8h Moi, jusqu'à 6h. On m'écoute quand je parle. 6 heures, c'est antipédagogique, comme je l'ai dit dans mon email. 6 heures, c'est inhumain. Inhumain. Et c'est inhumain. Moi, je ne peux pas enseigner pendant 6 heures. C'est bon. L'étudiant ne peut pas comprendre pendant 16 heures. Il ne peut pas. Mais 3 heures, ce n'est pas 6 heures. Sachant que j'allais faire 1h30 ou 2 heures de cours avec des exercices et 1 heure de TD soft. Vous savez ce que c'est que soft? Soft. Bon, de toute manière, le TD, il a été annulé et c'est votre enseignante de GL qui va vous prendre à partir de 3h30. Je vous informe. Donc, elle vous a dit que vous devez vous connecter sur le lien qui a été envoyé à votre délégué. Voilà. Donc, moi, c'était juste pour vous dire que c'est votre intérêt. Il n'y a pas un autre but. C'est bon. Allez, on continue là où on s'est arrêté. On arrête la discussion. Je me suis fait comprendre. Allez, on continue. Madame, vous pouvez répondre à ma question. J'ai pas oublié. J'ai pas oublié. Alors, les étudiants qui viennent de se connecter, vous suivez l'exemple du langage L2. Il faut faire en sorte de me comprendre parce que quand je donne la première explication, je vais doucement. Donc, faites en sorte de ne pas me faire répéter. Celle qui est en train de parler, arrêtez de parler en parallèle. Donc, essayez de suivre avec moi pour ne pas répéter. Je ne peux pas répéter à chaque fois, sinon on n'avancera pas.
Alors, donc le langage L2. Donc pour le langage L2, c'est les mots qui sont de la forme des 0 et des 1. Donc c'est du code binaire, mais avec un nombre pair de 0. Un nombre pair de 0. Le premier mot qui a un nombre pair de 0, c'est le epsilon. Voilà. Et le S qui donne epsilon. Il produit epsilon, c'est bon. Pour les autres, ils contiennent des 0 et des 1. Et donc, ils contiennent un nombre pair de 0 et ils peuvent contenir en même temps des 1. Donc, à chaque fois que je trouve le S, il trouve un 1, il reste sur place. Sur place, ça veut dire que tu l'ignores. Ça veut dire que c'est comme s'il n'était pas là. C'est la même chose. Je reste sur place. S me donne, avec un 1 me donne S. Par contre, si je trouve un 0, qu'est-ce que je fais? C'est comme si je mettais le feu vert. J'étais sur le feu rouge et je passe au vert. Donc, je passe. Avec le 0, je vais à A. Le A. Si je trouve un 1, je l'ignore. Donc, je reste sur place. Et si je trouve un 0, je reviens à S. De manière à ce que, quand je suis sur S, je m'arrêterai avec le epsilon. Là, c'est une marque d'arrêt. Là, ce epsilon, il signifie, d'une part, le fait que je génère un mot vide. Et le mot vide, c'est un nombre pair de 0. Mais c'est aussi pour qu'on puisse s'arrêter. Donc, on prend un titre d'exemple, le mot 101. Le mot 101, est-ce qu'il doit être accepté ou pas? Non. Le mot 101. Le mot 101, il doit être accepté ou pas? Non. Non. Non, parce qu'il contient un seul 0. On va essayer de dérouler cette grammaire pour voir si c'est correct. Quand je démarre de l'axiome S. Quand je trouve un 1, je reste sur place. Après, je saute ce 1. Après le 1, je trouve un 0. Regardez. Avec le 0, qu'est-ce que je fais? Je descends à A. Quand je suis sur le A, je trouve encore un 1. Je saute. Mais après, je ne vais pas m'arrêter. Regardez, il n'y a pas le epsilon ici. Le epsilon, c'est pour accepter le mot. Donc là, je ne trouve pas epsilon. Epsilon, c'est pour accepter. Donc là, je ne le trouve pas. Et donc, je ne mets pas epsilon. Comme je n'ai pas mis epsilon à ce niveau-là, je ne vais pas accepter le mot 101. Mais si je prends le mot 1001, regardez, je démarre d'ici. Avec un 1, je reste sur place. Si je trouve un 0, je vais à A. Premier 0, je vais à A. Deuxième 0, je remonte à S. Quand je suis sur S, je trouve un 1, je reste sur S. Et hop là, je m'arrête. Epsilon, il dit, c'est bon, j'accepte. Voilà, donc le mot est accepté. On passe au langage L3. Madame. Oui. Madame, le but de l'exercice, c'est de trouver le langage ou la grammaire? Tu as lu? Oui, madame. Est-ce que tu as... Mais genre, ça répond, les réponses sont en dessous, non? La question, c'est de donner les grammaires qui génèrent les langages. C'est-à-dire, je t'ai donné le langage. Regarde, il est là le langage. Il est là le langage. Et ça, c'est la grammaire. Tout ça, c'est la grammaire. Le langage, il est donné. Et la question, c'est, tu donnes la grammaire du langage. Oui, madame, merci. Voilà. Parce qu'il y a deux. Soit je te donne la grammaire et tu me trouves le langage. Soit je te donne le langage et tu me trouves la grammaire. C'est plus facile de trouver le langage. C'est plus facile de trouver le langage à partir d'une grammaire. Il faut que vous sachiez travailler dans les deux sens. On passe au langage L3. Non, mais pour trouver les noms terminaux, on est obligé de supposer rôle, on va les définir, c'est ça? Non, pour trouver l'ensemble N des noms terminaux, tu construis tes règles de production. Tu trouves les bonnes règles. Une fois que tu as trouvé les bonnes règles, tu mets l'ensemble des noms terminaux à ce niveau-là. Parce que tu ne sais pas au préalable qu'est-ce que tu vas utiliser comme noms terminaux. Une fois que tu as utilisé, parce que quand je construis mes règles de production, à chaque fois que je vois qu'un nom terminal est nécessaire, je l'ajoute. D'accord? Donc, par exemple, là, le travail pouvait se faire dans premier langage, le travail pouvait se faire avec S.
le S, c'est bon. Un autre étudiant, il me dit, Madame, moi j'ai trouvé une autre grammaire, mais en utilisant en plus du S un autre terminal. Au même titre que vous vous rappelez en première année, pour la même question, pour le même problème, deux étudiants peuvent trouver deux algorithmes différents. Mais il y a un algorithme qui est plus rapide, qui contient moins de variables. Mais les deux algorithmes sont équivalents. Là, c'est exactement la même chose. Donc, je peux trouver, pour le même exercice, je peux trouver des étudiants qui utilisent 3 noms terminaux et d'autres étudiants qui vont utiliser 4. Donc là, ce ne sont pas les seules grammaires. Là, ce sont des solutions optimales. Donc, on vous demande d'optimiser du mieux que vous pouvez. Mais après, entre optimiser et donner quelque chose de faux, ou bien c'est non optimal, mais c'est correct, je préfère que ça soit correct et non optimal. Ça veut dire quoi non optimal? Ça veut dire que le nombre de règles est plus important. L'essentiel, c'est de répondre aux conditions du langage. On passe à la question L3. La question L3, c'est toujours du binaire. Donc, oméga, c'est toujours un binaire. C'est des 0 et des 1 avec la longueur de oméga égale à 1 modulo 3. La longueur de oméga égale à 1 modulo 3. Donc, j'ai dit longueur 1 modulo 3, ça veut dire longueur 1, 4, 7, 10, etc. Donc, comment on fait pour gérer la longueur? Tout à l'heure, on a utilisé un autre nom terminal, mis à part le S, on a utilisé le nom terminal A pour pouvoir contrôler le nombre de 0. Cette fois-ci, on doit contrôler, puisqu'on s'intéresse à la longueur, donc on doit contrôler le nombre de 0 et aussi le nombre de 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On démarre avec un S. Tout à l'heure, bon, je vous mets le L2 comme ça, vous arriverez à voir les deux. Tout à l'heure, quand j'avais un 1, je faisais du surplace pour l'ignorer. Quand tu veux ignorer un caractère, tu restes sur le même nom terminal. Quand tu veux déclencher un autre traitement, tu changes de nom terminal. Mais cette fois-ci, dans le langage L3, on ne s'intéresse pas au 0 ou bien au 1. On s'intéresse aux 2 et on veut contrôler la longueur. Puisqu'on veut contrôler la longueur, ça veut dire quoi? Ça veut dire, à partir du S, quand je trouve un 0 ou bien un 1, on change. Pourquoi on change? Pour dire, hop là, j'ai trouvé un caractère, peu importe, 0 ou 1, l'essentiel, le 0, il me fait changer de nom terminal de règle, le 1, il me fait changer. Avec le 1, je vais à A, avec le 0, je vais à A. Voilà. Ça, c'est pour dire que, hop là, j'ai trouvé un caractère. Premier caractère. Donc là, j'ai 1. Je vais vers le A. À ce niveau-là, je peux m'arrêter, classe, un caractère. Ou bien, si j'ai après ce caractère, un autre caractère, toujours 0 ou 1. Si je trouve 0 ou 1, je vais à B, je descends. Donc, quand j'étais sur le là, j'avais trouvé un caractère. Là, j'ai trouvé 2 caractères. Sur le B, quand je trouve 0 ou 1, je remonte vers le S pour le 3e caractère. Après, au niveau du S, avec 0 ou A, je vais, avec 0 ou 1, je vais à A, et là, je génère le 4e. Voilà. Donc, 1, je descends à A. Je peux m'arrêter si le mot est de longueur 1. S'il n'est pas de longueur 1, par exemple, il est de longueur 3. Par exemple, je te donne le mot 1, 0, 1. Voilà, on va dérouler. Avec le 1, je vais à A. Avec le 0, je vais à B. Avec le 1, je vais à S. Mais au niveau du S, il n'y a pas le epsilon qui lui permet de s'arrêter. C'est le epsilon qui te permet de t'arrêter. Soit epsilon, soit 0, soit 1. Là, je n'ai pas epsilon, je n'ai pas 0 tout seul, je n'ai pas le 1 tout seul. Ça veut dire que j'ai un blocage. Un blocage, ça veut dire que le mot 1, 0, 1 n'est pas accepté. Mais si je prends le mot 1, 0, 1, 0, regardez, à partir du S, avec le 1, je descends à A. Avec le 0, je descends à B. Avec le 1, je monte à S. Et avec le 0, je descends à A et je m'arrête avec epsilon. Donc, le mot 1, 0, 1, 0 est accepté. Et c'est normal parce qu'il a une longueur 4. Le 4 égale à 1 modulo 3. Voilà, donc vous devez être en mesure de trouver différentes grammaires.
D'accord? Vous devez, c'est-à-dire que tout dépend de la grammaire, du langage, et il va falloir trouver. Il y a beaucoup c'est-à-dire que on peut imaginer un tas de langages. On va essayer donc à travers cela, donc j'essaie de vous donner quelques langages. Avec le TD, vous allez faire aussi d'autres langages. Et c'est-à-dire, oui. S'il vous plaît, j'avais une petite coupure. Vous pouvez répéter qu'est-ce que ça veut dire la longueur de W est égale à 1, 3? C'est la longueur du mot, c'est le nombre de caractères. C'est-à-dire est égal à 4? Ça peut être 1, ça peut être 4, ça peut être 7, 10. On a défini la longueur la dernière fois. On a défini la longueur. D'accord? On passe au langage L4. Au langage L4, Madame. Tout le monde a reçu le support de cours. Vous avez reçu le support de cours? Oui, madame. Oui, madame, j'ai partagé la section. D'accord, très bien. Voilà, donc le L4, on va faire la même chose. Et là, pour ceux qui ne m'ont pas comprise, bon, essayez de me donner, bon, je ne vais pas vous donner la solution, essayez de réfléchir. J'ai expliqué le L3. Là, on va réfléchir un petit peu. Le L4, c'est l'ensemble des mots. Cette fois-ci, je n'ai pas dit appartenant à 0,1 étoile. J'ai dit appartenant à 1,01 étoile. D'accord? Ça veut dire quoi? Les mots appartenant à 1,01 étoile. Ça signifie quoi? Concaténation. C'est-à-dire? Commencez par un 1. Et commence par Tout simplement. Voilà. C'est des mots binaires, c'est des chaînes binaires qui commencent obligatoirement par un 1. Suivi de quelque chose. Ce quelque chose puissance étoile. Ça veut dire que je peux avoir le 1 tout seul. On est d'accord? Je peux avoir le 1 tout seul. Ça, c'est la première condition. Telle que, deuxième condition, la longueur du mot oméga égale 0 modulo 3. La longueur du mot oméga égale à 0 modulo 3. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire la longueur du mot doit être de longueur 0, 3, 6, 9, etc. Voilà. Donc, comment on va faire cette fois-ci? C'est un peu le même principe que tout à l'heure, sauf que tout à l'heure, à partir du S, on pouvait démarrer avec le 0 ou avec le 1. On pouvait avancer avec les deux. Là, non. Tu dois limiter. Limiter, regarde. Le S me donne un A. Si je trouve un 0, il n'y a rien. C'est un blocage. C'est comme si tu as un if, une condition. Si la condition est vérifiée, tu exécutes ce qui vient après. Il n'y a pas le else. Il n'y a pas le else, ça veut dire quoi? Ça veut dire si cette condition n'est pas vérifiée, il n'y a rien à faire. Et bien là, c'est la même chose. À partir du S, si je trouve un 1, je change de nom terminal. Je vais vers le nom terminal A. Mais si je trouve un 0, je n'accepte pas, je bloque. Parce que un mot qui commence par un 0 n'est pas accepté, ne doit pas être accepté par la grammaire puisqu'il ne fait pas partie de ce langage. N'oubliez pas une chose, c'est qu'on cherche à construire des grammaires qui correspondent, les grammaires qui ont généré ce langage. Donc, 1A, je ne mets pas non plus epsilon parce que le epsilon n'est pas accepté. C'est vrai que la longueur de epsilon égale à 0, mais le epsilon ne commence pas par un 1. Il faut vérifier les deux conditions. Du coup, S me donne un A. Donc, quand je trouve un 1, je vais à A. Ensuite, quand je trouve un A, qu'est-ce que je fais? Moi, je dois compter. J'ai trouvé le premier 1. Je dois trouver encore deux autres. D'accord? Pour avoir les 3. Et après, il faut que je vérifie que ça marche aussi pour 6, pour 7, etc. Donc, à partir du A, quand je trouve un 0, un 0 ou bien un 1, après le premier 1, j'accepte soit 0, soit un 1, peu importe. Donc, j'avais déjà le premier 1, donc j'avais 1, longueur 1. Après, quand je trouve un 0 ou un 1, j'ai trouvé le deuxième caractère, je descends vers le B. Quand je trouve un 0 ou un 1, c'est le troisième caractère, je descends vers le C. Et là, je peux m'arrêter. Et là, quand je trouve, je suis au niveau du C,
je peux m'arrêter avec un epsilon, si c'est un mot de longueur 3. Si ce n'est pas un mot de longueur 3, c'est plus. Ça veut dire que je trouve un 0 à 1. Si je trouve un 0 à 1, là, je fais le même traitement quand je trouve le 0 et le 1. Bon, je suis sûre qu'il y a des étudiants qui se disent, Madame, pourquoi à chaque fois c'était la même chose, 0, 1, 0, 1? Parce que j'ai le même traitement, que ce soit pour le 0 ou bien pour le 1, parce que je veux contrôler la longueur cette fois-ci. Ce n'est pas le nombre de 1 ou bien le nombre de 0, je veux contrôler la longueur. Donc là, regardez, quand je trouve premier 1, je vais vers le A. 0 ou 1, deuxième caractère, je descends vers le B. 0 ou 1, troisième caractère, je descends vers le C. Si le mot s'arrête là, s'il contient juste 3 caractères, avec le epsilon, je m'arrête. Maintenant, s'il contient plus de caractères, je dois retourner. Mais je dois retourner où? Je ne vais pas retourner vers le S. Parce que si tu retournes vers le S, tu l'obliges à avoir, après ces 3 caractères, un 1. Tu vas retourner juste vers le A. Et quand tu vas retourner vers le A, 0 et 1, je descends B, 0 ou 1, je descends vers C, et là, je peux m'arrêter. Si le mot, par exemple, c'est le mot 1-0, est-ce que le mot 1-0 doit être accepté? 1-0. Non, madame. Il ne doit pas être Non, accepté. Il commence par un 1, c'est vrai. Mais la taille, c'est 2. Sa longueur, c'est 2. Donc, on va voir comment ça va bloquer. Regardez, avec un 1, je vais vers le A. Et quand je trouve un 0, je vais vers le B. Mais au niveau du B, je n'ai pas epsilon. Epsilon, il me permet de m'arrêter tout en acceptant. C'est lui qui dit, OK, c'est bon, j'arrête, mais j'accepte. Voilà, il n'y a pas le epsilon ici. Donc, j'ai un blocage. Ça veut dire, quand il y a un blocage, c'est une non-acceptation. Ça veut dire que je n'ai pas accepté. Voilà pour le langage L4. On passe au dernier langage L5. Regardez, alors cette fois-ci, le langage L5, c'est... donc, vous avez vu tout à l'heure, donc pour le X, j'ai mis 0 et 1 parce que c'est évident que c'est du binaire. J'ai construit l'ensemble des règles de production. Voilà. Mais après, pour l'ensemble des non-terminaux N, qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis tout simplement les non-terminaux qui figurent dans mes règles de production. Je regarde, qu'est-ce que j'ai utilisé comme non-terminaux dans ma règle de production? J'ai utilisé le S, le A, le B et le C. Et donc, je vais prendre tous ces non-terminaux et je vais les mettre dans l'ensemble N. C'est ça mon ensemble de non-terminaux. Donc, on ne sait pas au préalable qu'est-ce qu'on va mettre. Une fois qu'on a construit toutes nos règles, on vient enrichir, on peut déterminer notre ensemble N. Je passe à une autre question. Est-ce que vous avez été contacté par Madame Amos? Madame, Vous avez été contacté par Madame Amos? pour la longueur, c'est combien? Quelle longueur? Combien? C'est modulo 3, 0 modulo 3. 0. Ah, ok, merci. C'est écrit ici. C'est multiple de 3. 0 modulo 3, c'est multiple de 3. 1 modulo 3, c'est-à-dire c'est 4n plus 1. Voilà. C'est 3n plus 1, ce que je dis. Tu m'as donné le vertige. Donc, quand je dis, voilà. Donc, je passe au langage L5. Langage L5. Donc, je vais ajuster votre série d'exercices et je vous l'envoie d'ici ce soir pour votre TD. Alors, le L5. Le L5, c'est l'ensemble des mots oméga appartenant à ABC étoile. Ça veut dire quoi, ABC étoile? Ça veut dire que ce sont des mots constitués de A, de B et de C. Et j'ai dit étoile. Voilà. Tel que le mot oméga, il est de la forme A puissance I, C, B puissance I. C'est quelque chose qui ressemble à ce qu'on avait vu la dernière fois. Avec le I supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc, dans ce cas, elle sera comme la grammaire. Là, on doit contrôler le nombre de A et le nombre de B. Les deux nombres de A et de B doivent être égaux. Et entre les deux, la succession de A et la succession de B, il me faut un C. Donc, là,
Je fais exprès de donner cet exemple. Il ne faut pas croire que dans toutes les grammaires, on a des epsilon. Là, je fais exprès, je donne cet exemple où il n'y a pas de epsilon, justement. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Tu as le nom terminal S, c'est l'axiome, qui te donne quoi? Il va te donner un ASB. Donc, à chaque fois, le S, il va te donner un ASB. ASB, ASB. Donc, imagine un arbre. Ayez de l'imagination. Oui. Madame, dans cet exemple, tu es sur L5. Tu es sur L5. Oui, madame. OK. Oui. Oui, vas-y. une فeuille مادام شغل تبلوكي يكون عندنا النمبر تاع الA كيما النمبر تاع الB وين فeuille دائما تخرج لنا السي في الوسط هذيك هي اللي ندوها. Non, essaie de dessiner, vas-y, essaie de dessiner, ou la dessine dans ta tête, ou la dessine comme tu veux. Alors, tu as le S en haut. Avec le S, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne un A, S, B. Ensuite, le S qui est au milieu, il va me donner un A, S, B. A, S, B. Et je descends. Un certain nombre de fois. Le dernier S, qu'est-ce qu'il va me donner? Pour s'arrêter, il me faut un arrêt. Il y a la récursivité. Quand vous manipulez une procédure ou une AP récursive, il faut qu'elle s'arrête. La fonction, ce n'est pas une AP, une fonction récursive. Il faut qu'elle s'arrête, cette fonction. Et là, c'est la même chose, ce S, il doit s'arrêter. Donc, le dernier S qui est tout à fait en bas, il doit me donner un C. Maintenant, quel est le mot qui a été généré par ça? Tu prends toutes les feuilles, tu les colles l'une à l'autre. Prends toutes les feuilles, celui qui a posé la question. Tu ne vas pas prendre juste le C. Active ton micro, il faut qu'on parle. Oui, donc, le C, tu ne le prends pas seul. Tu prends toutes les feuilles de gauche à droite. Et donc, quand tu vas prendre toutes les feuilles, supposons que tu as fait 3 générations. Tu as fait 3 niveaux. Qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir le A3, C, le B3. C'est ce que tu as, là. Oui, madame. Voilà. Et donc, c'est exactement ce que j'ai généré. J'ai généré des mots qui commencent par une suite de A, qui se terminent par le même nombre de B. J'ai mis AI, C, BI. Mais à l'intérieur, je dois avoir un C. Voilà comment j'ai pu contrôler le nombre. Madame, oui. On a deux relations. S donne ASB ou S donne C. Tout à fait. تسمى كل nœud يكون عنده 2 feuilles, 2 fils. Non, c'est un OU. C'est un OU. Le S, soit il te donne ASB, soit il te donne un C. On prend غير اللي نسحقوها على حسب la condition تاع على حسب le mot que tu veux générer. Oui, madame, c'est bon, oui. Donc, tu prends, tout dépend. Par exemple, si je veux générer le mot AACBB. S me donne ASB. S me donne ASB. Le S me donne C. Et j'ai généré A2CBB. D'accord. Si je veux générer, par exemple, si je prends le I égale à 0, parce que là, vous avez le I qui est supérieur ou égal à 0. Si je prends le I égale à 0, ça veut dire que le mot oméga I, il est égal à quoi? C. Est-ce que le S peut me donner C directement? Oui, madame. À la première itération. À la première itération, c'est exactement ça. Première itération, S me donne C. Si ce n'est pas la première itération, il y a la récursivité. Le S, il va me donner le ASB. Après, je vais boucler autant de fois que je veux jusqu'à ce que je m'arrête. Mais il me faut une condition d'arrêt. La récursivité doit s'arrêter. Récursivité ou pas récursivité. Là, on n'avait pas, par exemple, il y a des exemples où je n'avais pas la récursivité. Donc, si je vous pose la question suivante, bon, essayez, bon, là, il faut pas que je perde trop de temps parce que il nous reste combien de temps? Il nous reste 1 heure. Bon, imagine ici que le oméga égale AI, C, B2I. Donc là, je vous demande B2I, B puissance 2I, 2I, B puissance 2I. Ce n'est pas possible, madame. Qu'est-ce que je change dans cette grammaire? Madame, on ajoute un B à côté du B. Tout à fait. Vous voyez que ce n'est pas difficile. Parce que quand je mets AI, C, B, 2I, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour chaque A, il lui faut 2 B.
Chaque A au début, il lui faut 2B à la fin. Donc voilà, c'est exactement ça. Chaque A au début, je lui mets 2B à la fin. Donc vous voyez que il faut être souple, il faut avoir un cerveau souple. Ce n'est pas très difficile. Allez, on avance. On a terminé avec les exercices. Madame, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Madame, pourquoi l'ensemble des terminaux là, il est constitué de 0 et Ah, de c'est 1? 0. Non. Là, c'est du copier-coller. Là, c'est copier-coller. Je vais rectifier le X, c'est le ABC, attention. Là, c'est une erreur de frappe. D'accord, tout à fait. Le N, c'est toujours S, oui, mais l'ensemble X, c'est clair. L'ensemble X, c'est l'ensemble des terminaux que tu utilises dans ta grammaire. Là, j'ai pris 0,1 des autres exercices. C'est tout. Je vais rectifier avant d'envoyer. Bon, j'ai déjà envoyé, mais à chaque fois, je vous envoie une deuxième version, une nouvelle version quand les étudiants attirent mon attention. Alors, l'équivalence de deux grammaires, quand est-ce que je dis que deux grammaires sont équivalentes? Laissez-moi avancer. Quand est-ce qu'on dit que deux algorithmes sont équivalents? Deux algorithmes sont équivalents s'ils me permettent de trouver les mêmes résultats. Eh bien, c'est exactement ça. Deux grammaires sont dites équivalentes si et seulement si elles génèrent le même langage. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. On vous donne un langage et on vous demande de trouver la grammaire, je peux trouver différentes solutions venant des étudiants. Donc, je peux, l'un, peut-être, il pensera à faire la chose avec la récursivité, un autre, il ne pensera pas à la récursivité, il fera la chose sans récursivité, c'est-à-dire en faisant intervenir d'autres non-terminaux. Il y aura toujours de la récursivité indirecte, ceci dit. D'accord? Bon, bref, voilà. Donc, ça, c'est pour le langage. Un exemple, pour le dernier langage, celui-là, pour le langage L5, avec ABC étoile, là où j'ai mis, regardez, là où on avait le A, I, C, B, I avec I supérieur ou égal à 0, il y a la première solution qui dit S me donne AS/C, c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure. Une autre solution, elle dit ça. S me donne AAB/C et le A, il me donne un AAB/C. C'est-à-dire, quand il trouve à partir du S, il peut trouver le C, il s'arrête tout court. Quand vous avez un terminal, vous vous arrêtez. Un terminal, vous vous arrêtez. Quand vous avez un epsilon, vous vous arrêtez. Ça, c'est des arrêts, c'est des marques d'arrêt. C'est-à-dire terminaux, epsilon, même une suite de terminaux. Je peux m'arrêter avec un AB. Par exemple, si je te demande de donner la grammaire qui permet de générer le langage qui se termine par le mot AB. Il se termine par AB. Tu vas t'arrêter avec un AB. Voilà. Donc, S, avec le A, je vais à A. Avec A au début, B à la fin, je vais à A. Comme je peux m'arrêter avec le C. Et au niveau du A, je boucle. Bon, là, vous voyez que je retrouve la récursivité, pas au niveau du S, au niveau du A, tout simplement. Si on a fait le tour, je pense qu'on a fait le tour des grammaires, on va encore discuter là-dessus en TD. Voilà. Donc, je passe à une autre partie, c'est les automates finis. Les automates, bon, il y a des étudiants qui viennent d'arriver, ils font 1 heure. Ils appliquent la réglementation mieux que les gens concernés par la réglementation. Allons-y. Alors, les automates. Donc, je rappelle, pourquoi on est en train de faire les grammaires et les automates? Notre but, c'est de comprendre et de savoir concevoir un compilateur. Donc, pour concevoir un compilateur, j'ai besoin de concevoir les différentes phases de ce compilateur. Différents analyseurs. Un analyseur lexical, un analyseur syntaxique et un analyseur sémantique. Donc, c'est ce qu'il y a dans votre programme. Après, il y a l'allocation mémoire, il y a la génération de code, il y a l'optimisation. Ça, vous le faites en compile 2 sur certains masters. L'essentiel, nous, on va s'intéresser aux 3 premiers analyseurs, lexical, syntaxique, sémantique. Pour l'analyse lexicale, vous devez faire votre conception en vous basant sur les automates. Donc, vous devez maîtriser les automates et je m'intéresse aux automates finis. Parce que c'est les automates finis qui sont utilisés dans les compilateurs. Pour faire l'analyseur syntaxique et l'analyseur sémantique, vous devez avoir une grammaire syntaxique. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait les grammaires. Donc, on fait juste ce qui
nous intéresse pour la compilation. Alors, on va définir ce que c'est qu'un automate. Donc, par définition, un automate A qui est simple et fini est défini par un quintuplet, c'est-à-dire qu'il a 5 paramètres. Premier paramètre X, c'est l'alphabet. Deuxième paramètre Q, c'est l'ensemble des états. Donc, X, c'est l'alphabet, c'est exactement le X de tout à l'heure qu'on retrouve dans les grammaires. C'est l'ensemble des terminaux, c'est l'alphabet. Q, c'est un peu l'équivalent de N. Dans les grammaires, on manipule les non-terminaux. Dans les automates, on manipule des états, parce qu'on va utiliser la notion de graphe. D'accord? On va utiliser des états, donc c'est des nœuds si vous voulez. Après, vous avez I. C'est un ensemble d'états initiaux, c'est un sous-ensemble de l'ensemble des états Q. F, c'est un ensemble d'états finaux qui est aussi un sous-ensemble de l'ensemble des états Q. Et vous avez sigma. Sigma, c'est quoi? Ça représente, ou bien c'est un ensemble des transitions entre états. Une transition entre états est un triplet composé de 3 paramètres. Un état, un élément de X, c'est-à-dire un terminal, et un autre état. L'état de départ, l'élément avec lequel il part, et l'état destination. Voilà. Donc, c'est ça les 5 composants d'un automate. Je prends un exemple. Regardez. Voilà, à titre d'exemple. Voilà. Soit l'automate A défini par ces 5 éléments. Le X, c'est l'alphabet AB. Bon, là, j'ai pris l'alphabet AB. Q, c'est des états. Q1, Q2, c'est des états. I, Q1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Q1 est un état initial. Un automate, il peut avoir un ou plusieurs états initiaux. La grammaire n'a pas de problème. La grammaire a un seul axiome. Et donc, on fait le démarrage toujours à partir de l'axiome. Il peut s'appeler S, il peut ne pas s'appeler S. Dans mes exemples, j'ai pris S. Dans la plupart des livres, vous allez l'appeler S à ce stade-là, mais dès que vous avancez avec l'analyse syntaxique, avec l'analyse sémantique, on pourra appeler notre axiome n'importe comment. Donc, même dans la série, avec le TD, on utilisera d'autres axiomes, pas forcément le S, pour que vous puissiez prendre l'habitude. Donc j'ai dit, avec les grammaires, vous avez un seul axiome, peu importe son nom. L'essentiel, vous avez un seul axiome. Par contre, avec les automates, vous pouvez avoir plusieurs éléments de démarrage initiaux, ce qu'on appelle les états initiaux. Donc, l'ensemble II est un ensemble. Dans cet exemple, il contient un seul élément qui est l'état initial. Il peut contenir plusieurs états initiaux. F, c'est l'état final, Q2. Et puis là, vous avez les transitions possibles. L'ensemble sigma, c'est l'ensemble de transitions entre états. Donc, je vais vous demander, donc ça, c'est ce qu'on appelle une représentation algébrique. Ça, c'est ce qu'on appelle une représentation algébrique d'un automate. Donc, je vais vous demander de dessiner. Je vous ai dit la dernière fois, il faut toujours avoir une feuille et un stylo. Dessiner des cercles. 4 cercles. 2 cercles. C'est un exemple à deux états. Donc, dessinez 2 cercles. Un cercle, vous écrivez à l'intérieur Q1. Un autre cercle, vous écrivez à l'intérieur Q2. Je vais appeler ça des sommets. C'est-à-dire c'est un graphe, ça va être un graphe. Donc, ça va être des sommets de ce graphe. Vous n'avez pas fait encore le module graphe. C'est sur ce semestre. On a fait. Donc, vous savez ce que c'est qu'un Donc, vous savez ce que c'est qu'un sommet? On l'a fait l'année dernière, madame. Pourquoi il est sur votre emploi du temps pour cette année, non? Non, madame, c'est les ACAD cette année. Ah, d'accord, c'est vrai. OK. Donc,
Donc là, les états sont représentés. Donc il faut savoir une chose, qu'un automate, il peut avoir deux représentations possibles, graphique ou algébrique, contrairement aux grammaires. La grammaire, elle a une seule représentation algébrique. Mais l'automate, il peut avoir une représentation algébrique ou graphique. Ça, c'est la représentation algébrique. Donc, tout automate, regardez, suivez avec moi, tout automate a une représentation algébrique et une représentation graphique correspondante. Donc, j'aimerais que vous arriviez vous-même à me trouver la représentation graphique correspondante à cette représentation algébrique. C'est très simple. Vous mettez deux sommets, Q1 et Q2. Bon, Q1 est un état initial. Donc, bon, on va voir comment on va le noter. Q2 est un état final, on va voir comment le noter. Mais enrichissez ce graphe, cette représentation graphique par des arcs. Donc, vous allez avoir un premier arc qui va de Q1 à Q1. Regardez, Q1 à Q1. Ça signifie que j'ai un arc qui va de l'état Q1 vers l'état Q1 et qui a comme étiquette le terminal A. Ça veut dire que j'ai une boucle au niveau de Q1. On est d'accord? Après, j'ai un arc qui va de Q1 vers Q2 et il a comme étiquette le B. Un arc, une boucle au niveau de l'état Q2 avec l'étiquette B et un arc qui va de Q2 à Q1 avec l'étiquette A. Donc, je vais vous ouvrir. J'ai pas mis. Bon, je vais partager le. Voilà. Donc, voilà l'exemple. Donc, je vous enverrai ces exemples faits à la main. Est-ce que c'est le même exemple? Attendez. Non, c'est pas le même, madame. Non, madame, c'est pas le même. C'est à 3 états. 3 états. En tout cas, vous avez compris pour ça. Là, c'est un autre exemple. C'est un autre exemple. Vous avez compris pour l'autre à 2 états. Et là, je donne un exemple plus complet à 3 états. Donc là, vous voyez, si vous prenez la représentation graphique est en haut, la représentation algébrique est en bas. On regarde d'abord la représentation algébrique. Nous avons XAB. Pour les états Q, vous avez Q0, Q1, Q2. Vous avez l'état initial, c'est Q0. On a dans ce cas 2 états finaux, Q0 et Q2. Je souligne le fait qu'un état, il peut être à la fois initial et final à la fois. C'est-à-dire que je n'ai pas la condition I inter F égale l'ensemble vide, mais j'ai la condition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition. Donc, je peux avoir tous les états, ils peuvent être initiaux, tous les états, ils peuvent être finaux. Je peux avoir un seul, il n'y a pas de contrainte là-dessus. Vous avez le sigma. Le sigma, c'est l'ensemble des transitions possibles. Voilà, regardez. Donc, vous avez l'état Q
Est-ce que vous me suivez? Oui, madame. D'accord. Qui a... Metouchi, pourquoi tu dis non? Partage? Je partage. Je partage, madame. Madame, ça fait couper. Oui, il y avait une coupure. Donc, pendant la coupure, j'ai dit une chose. J'ai dit, quand on vous demande de donner l'automate, il faut donner la représentation graphique, pas la représentation algébrique. C'est tout ce que j'ai dit. Donc, regardez. Donc, vous étiez là quand j'ai parlé de la flèche? Non, madame. Non. La flèche, c'est pour les états initiaux. Regardez, I égale Q0. Ça veut dire quoi, I égale Q0? Ça veut dire I, il représente les états, c'est l'ensemble des états initiaux. Il est égal à Q0. Ça veut dire que l'état Q0 est un état initial. Regardez dans la représentation graphique. Je mets la flèche, la double flèche là. Donc, tu mets une double flèche là où tu as un état initial. Regardez, l'ensemble F, il est égal à Q0, Q2. Tout le monde regarde? Vous arrivez à voir? Oui, vous suivez? Oui, madame. D'accord. L'ensemble F, c'est l'ensemble qui contient les états Q0, Q2. C'est un ensemble final. Graphiquement, c'est un ensemble, on l'appelle l'ensemble des états finaux. Et graphiquement, comment on représente un état final? On double le cercle. C'est un double cercle. Donc, par exemple, là, l'état Q1, c'est un cercle simple, c'est un sommet simple. Il n'a pas la flèche et il n'est pas doublé. Ça veut dire qu'il n'est ni initial ni final. Q2, il est final. Q0, il est final et initial à la fois. D'accord? Donc, il n'y a aucune contrainte. Maintenant, pour ce qui est l'ensemble sigma des transitions entre états, regardez. Q0, B, Q0, c'est la boucle là. Ça veut dire de Q0 avec un B, je vais vers Q0. De Q0 avec un A, je vais vers Q1. Q0 à Q1. Donc, de Q0 avec un A, je vais vers Q1. De Q1 avec un A, je vais vers Q2. De Q2 avec un A, je vais vers Q0. Et Q0 avec un B, je vais vers Q2. Voilà. Donc, ça, c'est une représentation graphique d'un automate. On revient à notre cours. On sort de l'exemple. Voilà, donc on a compris ce que c'est qu'un automate, qu'est-ce que c'est qu'une représentation algébrique, qu'est-ce que c'est qu'une représentation graphique. On définit maintenant ce que c'est qu'un mot généré ou reconnu par un automate. Au même titre que la dernière fois. La dernière fois, on avait compris ce que c'est qu'un mot généré par une grammaire. On a dit un mot est généré par une grammaire si on arrive à démarrer à partir de l'axiome S et arriver à accepter ce mot et à s'arrêter, soit avec un epsilon, soit avec un terminal, soit avec un suite de terminaux. L'essentiel, c'est qu'on arrive à partir de l'axiome. C'est comme quand je déroulais tout à l'heure. Je démarre de l'axiome et j'avance. Là, on va voir la même chose. Quand est-ce qu'on dit qu'un mot est généré? On dit le mot généré ou bien reconnu par un automate. Donc, l'automate, il va prendre en entrée un mot et après, pour vérifier si ce mot, il est accepté. Donc, vous avez trois mots. En fait, la terminologie, elle est riche, mais c'est les trois termes qui reviennent. Généré, reconnu, accepté. C'est ce qu'on trouve le plus dans les livres. Donc, un mot, on dit qu'il est généré, qu'il est reconnu ou bien il est accepté. Pour vérifier qu'un mot est généré, reconnu ou accepté par un automate, on procède comme suit. Première chose, le processus commence par l'un des états initiaux de l'ensemble I, de l'ensemble des états initiaux. C'est-à-dire que vous devez… Avec une grammaire, c'est simple parce qu'avec une grammaire, la grammaire, elle a un seul axiome. Donc, vous démarrez de l'axiome et vous suivez les chemins. Mais par contre, avec un automate, je dirais que c'est plus sensible. Pourquoi plus sensible? Parce que surtout quand tu as plusieurs états initiaux. Quand tu as plusieurs états initiaux, c'est pas facile. Tu peux… quand je dis tu, c'est la machine. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs chemins à suivre. Mais le problème a été réglé par la suite, on va y arriver. Donc, le processus commence par l'un des états initiaux
Et les symboles du mot, ils vont être lus un par un, l'un après l'autre. Et à chaque fois, on va voir, est-ce qu'on arrive à changer d'état ou pas? Et à la lecture du symbole, le processus, il va chercher à appliquer une des transitions. Il va chercher à appliquer une des transitions de l'ensemble sigma pour se déplacer vers le prochain état. Donc, il va essayer d'avancer, d'avancer, d'avancer. Donc, à chaque fois, il se dit, je suis dans tel état, j'ai trouvé tel terminal, je vais où? Et ainsi de suite. Et si on arrive à la fin, à la lecture du dernier caractère, si on arrive à un état final, on dit que le mot est accepté. On dit que le mot est accepté. Je vais revenir sur l'exemple. Je vais partager l'exemple pour que vous puissiez me suivre. Regardez cet exemple. Je vais vous demander, est-ce que le mot, bon, je ne vais pas vous demander, j'explique moi-même. Par exemple, si je prends le mot BAA, est-ce qu'il va être accepté? Est-ce qu'il est accepté par cet automate? Est-ce qu'il est généré par cet automate? Oui, parce que je démarre de l'état initial Q0. Vous voyez l'automate? On démarre de l'état initial Q0. N'oubliez pas le mot. Je cherche à vérifier si le mot BAA est accepté. Donc, c'est simple. Je commence par l'état initial. C'est l'état Q0. J'ai trouvé un B. Il me permet d'aller vers Q0. C'est bon. J'ai trouvé un A. Je vais vers Q1. C'est bon. J'ai trouvé un autre A. Je vais vers Q2. C'est bon. J'ai atteint en même temps la fin du mot tout en arrivant à un état final. Du coup, c'est des deux conditions pour dire qu'un mot est accepté, et c'est exactement la même logique qu'on va retrouver dans les automates, c'est pour l'analyseur lexical. On va appliquer ça pour l'analyse lexicale. Pour dire qu'un mot est accepté, c'est-à-dire que ce que tu as écrit dans ton programme source est correct lexicalement, il faut que tu démarres à partir d'un état initial et que tu puisses arriver à la fin du mot, de l'entité. Il faudrait que tu puisses arriver à un état final de ton automate. Donc, le mot BAA est un mot accepté ou bien un mot généré par cet automate. Je prends un autre mot, ABB. Est-ce qu'il est accepté? ABB. Non. Non, madame. Quand on démarre, on avance avec le A. Il y a le blocage au niveau de... Où est-ce qu'on a le blocage? Le Q1. Q1. Voilà. Parce que je démarre toujours par l'état initial. Donc, je démarre le A. Pour le premier A, ça marche. C'est bon. J'ai atterri sur Q1. Mais le problème au niveau de Q1, je n'ai pas pu avancer avec un B. J'ai un blocage. Donc là, n'oubliez pas. Donc ça, c'est un cas de figure. Quand j'arrive à un état et je ne peux plus avancer, c'est un blocage. Un blocage implique erreur lexicale. On est en train de faire ça pour préparer la compilation. Donc, on a un blocage, erreur lexicale, c'est-à-dire que c'est une entité erronée. Donc, ça, c'est une erreur. Je vous donne un autre exemple. BAB, non. Attendez. BABA. BABA. Il est généré. Oui. Tout à l'heure, c'était quoi le mot? Tout à l'heure, c'était quoi le mot? ABB. Oui. Cette fois-ci, je vous donne BABA. BABA. Oui, il est généré. Il est généré. Comment vous avez pris? Quel chemin vous avez pris? Non, madame, il n'est pas généré. Madame, quel est le chemin que vous avez pris? De Q0 vers Q2, de Q2 vers Q0, de Q0 vers Q2, de Q2 vers Q0. Le Q0, c'est un état final. Bonjour la pédagogie. Reprends. Reprends pour tes camarades. BABA. De Q0 vers Q2, de Q2 vers Q0. Voilà, donc jusque-là, on a généré BA. Vas-y. Oui. De Q0 encore vers Q2, de Q2 vers Q0. Et Q0, c'est un état final. Très bien.
on a BA, BA. Donc, je sais que là, il y a deux possibilités. Il y a elle, votre camarade, a trouvé le bon chemin. Elle a démarré de l'état initial Q0 avec un B, Q2. Elle est remontée avec un AQ0. Elle est redescendue à Q2 et elle est remontée. Elle est arrivée à la fois à la fin du mot et elle est sur un état final. Comme c'est les deux conditions. N'oubliez pas ces deux conditions, on en aura besoin pour le chapitre prochain. La fin du mot et état final à la fois. Maintenant, je peux trouver un étudiant et dire, madame, moi je vais à partir de Q0 avec un B, je boucle, je prends le A qui va me permettre d'aller vers le Q1, donc BA, et là j'ai un blocage. Oui, mais tu as pris un chemin qui t'a permis de te bloquer. Moi, je te demande de trouver un chemin qui ne bloque pas. Si tu ne trouves aucun chemin qui marche, là, tu diras que le mot n'est pas accepté. Est-ce que vous avez compris? Un mot, oui, pour qu'un mot soit généré, il suffit de trouver un bon chemin qui me permet d'aller d'un état initial à un état final. Donc, pour le mot BABA, si je boucle à partir de Q0, si je boucle sur le B, après avec le A, je vais à Q1, après je bloque. Il ne faudrait pas que je m'arrête en me disant « Ah, j'ai bloqué, c'est bon, le mot n'est pas accepté ». Il faut essayer tous les chemins. Quand tu trouves au moins un chemin, tu dis qu'il est accepté. Quand tu ne trouves aucun chemin, ça veut dire qu'il n'est pas accepté. Est-ce que là, c'est clair? Est-ce que je peux enlever cet exemple? Est-ce qu'il est clair? J'avance. Oui. Oui. Non, ce n'est pas une pause. C'est pas une pause. On a travaillé 2 minutes, on fait une pause. C'est quoi ça? Une pause? Vous êtes sérieux là? J'essaie de partager. Le partage ne fonctionne pas. Ça ne fait rien, je vais relancer. Vous cherchez juste les pauses, les vacances. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça fait rien, je vais partager l'écran carrément. Je vais partager l'écran. C'est bon. Ça nous évitera de faire le va-et-vient. C'est partagé, c'est bon, là, vous voyez. Oui, madame. D'accord. Donc, maintenant que vous avez compris ce que c'est qu'un mot généré par un langage, plutôt par un automate, on va définir ce que c'est qu'un langage généré par un automate. J'ai fait l'inverse, je vous ai expliqué l'exemple pour que vous puissiez comprendre la définition. Donc, le langage généré ou bien reconnu, ce qu'on a fait tout à l'heure, les exercices qu'on a fait tout à l'heure, on avait le langage généré par la grammaire, on a construit la grammaire. C'était le langage généré par la grammaire. Cette fois-ci, on s'intéresse au langage généré par un automate. Donc, le langage généré ou reconnu par un automate, il est constitué de l'ensemble des mots reconnus par cet automate. D'accord? Le langage généré par un automate, c'est quoi le langage? Un langage est un ensemble de mots. On a défini la dernière fois. Lors du dernier cours, on a dit un langage est un ensemble de mots. Donc, quand je dis le langage généré ou reconnu par un automate, c'est quoi? C'est l'ensemble des mots qui sont acceptés ou bien qui sont générés par cet automate. Formellement, on le note L de A. Tout à l'heure, c'était L de G. Là, c'est L de A. C'est quoi? C'est l'ensemble des mots oméga appartenant à X étoile, tels que à partir de Q0, à condition que Q0 soit
un état initial appartenant à I, je peux générer le mot oméga et atteindre un état QF qui est un état final appartenant à l'ensemble des états finaux F. Voilà la définition d'un langage généré par un automate. Et il faut être en mesure. Donc, le rôle de l'étudiant dans ce chapitre, c'est quoi? Dans la série d'exercices, par exemple, soit on vous donne le langage et on vous demande de trouver la grammaire, ou bien on vous demande de trouver l'automate, ou bien c'est l'inverse. On vous donne l'automate, ou bien on vous donne la grammaire, on vous demande de faire l'inverse. D'accord? Il faut savoir travailler dans les deux sens, mais dans 90% des cas, on vous demande de trouver vous-même l'automate et on vous demande de trouver vous-même la grammaire. Pourquoi? Parce que vous êtes censés être des concepteurs de programmes, entre autres de compilateurs. Et quand tu dois concevoir un compilateur, on ne va pas te donner la grammaire et on va te dire trouve-nous le langage. C'est généralement l'inverse. Le programmeur, il va partir d'un langage donné qu'il a imaginé ou bien que le client lui a demandé et il est censé développer une grammaire et un automate pour concevoir son compilateur. Voilà. Là, c'est... Attendez. Bon. Là, je suis censée prendre un exercice. Mais le temps. Une minute. Alors, ça fait rien. Bon, on prend un exemple. Regardez cet exemple. Donc, l'exemple 1.2, je vous enverrai ces photos prises. Alors, l'exemple 1.2, qu'est-ce qu'il dit? Quel est le langage reconnu par chacun des automates? Regardez. Bon, essayez de cacher la réponse. Essayez de réfléchir vous-même et de trouver vous-même la réponse. Maintenant, si vous ne voulez pas jouer le jeu, regardez. L'automate A1, comment il est? Il commence, donc, on a un état initial Q0. On le voit avec la flèche. La flèche, elle te montre qu'il s'agit d'un état initial. Et après, tu as une transition de l'état Q0 vers l'état Q1 avec le 1. Et au niveau de Q1, tu as un 0, tu as une boucle avec le 0 et Q1 est un état final. Donc, le langage généré par cet automate, c'est quoi? C'est tout simplement tous les mots. Donc, on voit bien qu'au niveau des arcs, les poids des arcs, c'est des 0 et des 1. C'est tout ce qu'on a. Cela sous-entend qu'il y aura des 0 et des 1 dans mon langage. Sauf que là, ça commence par un 1. Donc, c'est un 1.0 étoile. Pourquoi 0 étoile? Parce que je peux ne pas avoir le 0. Je peux avoir un 1 et m'arrêter. C'est un état final. Comme je peux boucler après avec le 0 et m'arrêter à un moment donné. Donc, le langage généré par l'automate A1, c'est 1.0 étoile. Si je regarde l'automate A2, regardez l'automate A2, j'ai l'état Q0. Est-ce que c'est clair pour le A1 pour que vous puissiez comprendre le A2? Oui. Alors, pour le A2, regardez. Pour le A2, on a l'état initial Q0 avec une boucle dessus. On a un B qui me permet d'aller vers Q1. Je peux boucler au niveau de B1. Je peux m'arrêter et je peux revenir avec un A à Q0. Quel est le langage? Eh bien, quand on vous demande le langage généré par un automate, par définition, c'est quoi? Je reviens à ma définition. Voilà la définition. C'est l'ensemble des mots oméga que je peux générer à partir de tout état initial Q0 vers tout état final QF. C'est ça la définition. Donc, ici, si je regarde bien, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir une boucle avec le A. Donc, comme je peux ne pas boucler avec le A. Mais une fois que j'ai bouclé avec le A ou pas, je vais sortir avec le B. Donc, j'ai le A étoile. C'est le premier A étoile.
D'accord? Je peux boucler avec le A. Mais pourquoi je mets étoile? Parce que je peux ne pas boucler. Si je boucle plusieurs fois, j'ai plusieurs A. Si je ne boucle pas, je vais directement vers ce B. Quand je sors avec ce B, je pourrais avoir plusieurs B, et donc après ce B, plusieurs B. Donc j'écris B.B étoile. B.B étoile, c'est B+. Voilà, donc après le A étoile, j'ai le B+. Après ce B+, je reviens avec un A. Si je reviens avec un A, pour me retrouver dans l'état Q0. Et donc tout ça, je le mets puissance étoile. Pourquoi? Parce que je peux le faire plusieurs fois. Je peux le faire plusieurs fois. Je boucle plusieurs fois. Et à un moment donné, je vais sortir avec un A étoile et m'arrêter avec le B+, pour faire le dernier passage dans ce qu'on appelle, c'est un circuit. D'accord? Donc, je sors avec A étoile. Donc, dans le premier cas, je peux ne pas avoir cette partie. Cette partie-là, je peux ne pas l'avoir. C'est-à-dire, je n'ai pas la première partie, la première partie avec la puissance d'étoile. Je peux directement, oui. La première partie, c'est le passage de Q1 vers Q0. C'est ça ce qu'on peut pas Donc, avoir. essayez, attends, je vais procéder autrement pour vous faire passer le message. Parce que là, j'aurais préféré, par exemple, cet exemple, j'aurais préféré le faire sur tableau. Mais ce n'est pas grave. Suivez, je vais reprendre. Enlevez cette première partie, ne la regardez pas. Dites-moi quel est le langage généré juste en sortant de Q0 et en allant vers QA. C'est le A étoile, B étoile, oui ou non? Oui. A étoile, B étoile. B étoile, c'est B+. Eh bien, on l'a à la fin, ce A étoile, B étoile. Sauf que, après ce A étoile, B étoile, ou bien avant ce A étoile, B étoile avec lequel je vais m'arrêter, je peux avoir A étoile, B plus A plusieurs fois. C'est-à-dire que je peux boucler avec les A. Ensuite, avoir un B, ensuite d'autres B, et ensuite revenir. Boucler avec les A, avoir un B, d'autres B, et revenir. Et après, boucler avec le B et m'arrêter avec un ou plusieurs B. Parce que je boucle. Là, le fait de boucler avec l'état initial, c'est ce qui me donne ça. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Voilà. Oui. Maintenant, une remarque. Si j'ai si j'ai deux états Q1 et Q2, je ne vais pas mettre deux arcs allant de Q1 à Q2 avec A et B. Je mets directement de Q1 à Q2 A/B. Je n'en mets pas deux arcs avec deux poids différents. Vous mettez un slash entre les deux pour dire c'est un ou. Pareil pour les boucles. Quand vous avez une boucle, vous n'allez pas mettre, quand vous avez plusieurs boucles, c'est-à-dire quand on peut boucler avec différents terminaux, on ne met pas plusieurs boucles, on met tout simplement une seule boucle avec un slash pour dire c'est un ou. Je reviens maintenant. Ce que c'est qu'un état accessible. Qu'est-ce que c'est qu'un état accessible? Un état Q est dit un état accessible si et seulement si il existe un état initial et un mot tel que je peux aller de l'état initial à cet état en utilisant ce mot. C'est ça un état accessible. D'accord? Un état est accessible, c'est-à-dire c'est un état qu'on peut atteindre. On peut trouver un mot qui nous permet d'arriver à cet état-là à partir de l'état initial. Si j'arrive à trouver un état initial, d'accord? Il existe un état initial et il existe un certain mot tel que je peux arriver. Donc, on dit que cet état est un état accessible. En d'autres termes, l'état est dit inaccessible. C'est-à-dire, dans le cas contraire, l'état, il va être, on dit que l'état est inaccessible, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas l'atteindre. Ça existe après transformation d'un automate. Bon, on ne va pas faire la transformation cette fois-ci, on n'a pas assez de temps, mais avec la transformation, on peut arriver à un état inaccessible. Donc, ça, je l'enlève. Et là, donc, tout état inaccessible doit être supprimé de l'automate. Nous, on va travailler directement avec les états accessibles. Maintenant, donc là, c'est un exercice, donner des automates permettant la génération des langages. Tout à l'heure, on a travaillé sur des langages.
Et donc, je vous demande de trouver les automates correspondants au langage qu'on a traité pendant la première heure. Donc, on avait un exercice où je vous ai donné des langages et il était question de trouver la grammaire au même titre. Donc, essayez de faire l'exercice de vous-même. On le corrigera en présentiel. Donc, trouvez l'automate correspondant à ces langages-là. Même le dernier langage que j'avais dit, le AICB2I. Voilà, je passe à une autre définition. Qu'est-ce que c'est qu'un automate déterministe? Oui. Oui. Est-ce que je peux poser une question concernant... Vas-y, vite. Le langage généré, pourquoi on ne fait pas directement l'ensemble AB étoile, point B? Donc, tu es resté sur l'exemple. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Oui, le langage, qu'est-ce que tu veux? C'est l'ensemble AB étoile, point B, concaténé à B à la fin. Donc, c'est tous les mots que je peux générer à partir de AB, à partir de l'ensemble AB qui contient AB. Oui, non, mais attention. Pourquoi tu dis ça? Mais pourquoi tu as pensé à ça? Parce qu'il suffit d'avoir un seul B à la fin, c'est bon. Je suis sur le temps à la fin. Donc, tu veux mettre A, B, le tout, étoile, point B. Oui. Et oui, mais si tu me dis ça, ça reste particulier parce que tu as bien regardé l'automate et tu t'es dit que avec un A, je peux avancer, avec un B, je peux avancer, mais à condition que je m'arrête avec un B. Oui. Parce que tu as remarqué. Donc, si tu veux, c'est pour ça que j'ai dit que deux grammaires sont équivalentes si elles génèrent le même langage. C'est la même chose pour les automates. Je peux avoir plusieurs automates. Là, la même chose pour le langage. Je peux, si tu veux, ce que tu as dit, c'est correct. Donc, la particularité de cet automate, c'est quoi? C'est le fait que j'ai n'importe quoi à l'intérieur, que des A et des B. Mais à condition, quand j'ai un A, je peux avoir juste après le A un B. Et après ce B, je peux avoir d'autres B comme je peux avoir des A. La seule condition, c'est que ça se termine par un B. Mais toi, ce que tu as fait, tu es resté sur ta logique. Tu t'es pas basé sur la logique THL pour la construction du langage. Donc, je confirme que ton langage, il est équivalent à ce langage que je viens de donner. Mais le langage que je viens de donner, c'est un langage c'est-à-dire la méthode avec laquelle j'ai expliqué, c'est la méthode générale. Encore une fois, ce n'est pas les exercices en eux-mêmes qui m'intéressent, c'est la méthode. Il faut que l'étudiant soit apte à faire n'importe quel exercice si je lui donne la bonne méthode. Tu as compris? Oui, d'accord. Mais ta réponse est correcte. Voilà. D'accord, merci, madame. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc cet exercice, on va le laisser de côté, on le traitera par la suite. On définit ce que c'est que la course contre la montre. On n'a pas beaucoup de temps, vite. Alors, un automate déterministe, qu'est-ce que c'est qu'un automate déterministe? Et justement, avec ça, je vais terminer le cours. Donc, un automate est dit déterministe, c'est simple. C'est un automate qui est simple. Première des choses, c'est un automate simple. C'est quoi un automate simple? C'est-à-dire que c'est un automate dans lequel les transitions se font uniquement par des terminaux, c'est-à-dire par des symboles de l'alphabet. Je m'explique. C'est-à-dire il faut savoir que dans les livres, si vous prenez un livre de THL, ou bien si vous voyez comment comment le cours de THL se fait pour ACAD, vous allez voir qu'il y a des automates, ils manipulent des automates où les transitions peuvent se faire avec une suite de caractères. C'est-à-dire que je peux avoir un arc pondéré par le mot AB. Et ça, ce n'est pas simple. Ça, ce n'est pas un automate simple. Moi, j'ai exclu ça. Pourquoi? Parce que dans les compilateurs, on n'a pas le droit d'avoir ce genre d'automate. Donc, encore une fois, on reste c'est-à-dire on reste compilation, THL compilation pour le développement de compilateurs. Donc, un automate est dit simple. Donc, pour dire qu'il est déterministe, il y a plusieurs conditions. Je vais expliquer les conditions une par une. Première condition, il faut qu'il soit simple. Ça veut dire quoi simple? Ça veut dire que le poids de chaque arc est un symbole de l'alphabet, pas autre chose. Parce qu'il y a des automates avec autre chose. Ça ne vous regarde pas. Deuxième condition,
l'état initial doit être unique, c'est-à-dire que la cardinalité de l'ensemble I doit être égale à 1. Si vous avez un automate avec plusieurs états initiaux, votre automate n'est pas déterministe. Troisième condition, il faut que les transitions soient uniques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir de tout état Q, on peut aller par le même symbole, on ne peut pas aller par le même symbole vers deux états différents. Bon, formellement, qu'est-ce que je dis? Je dis, quel que soit Q1, Q2 appartenant à l'ensemble Q, si j'ai la transition Q1 avec A à Q2 et j'ai la transition Q1 avec A, je vais à Q3, ceci implique que Q2 égale à 3. Si vous procédez par la négation, revenez sur les notions d'algèbre de première année. Si je veux trouver la négation de ça, c'est quoi? Ça veut dire que les transitions ne sont pas uniques si, à partir de Q1 avec A, je vais à Q2, et à partir de Q1 avec A, je vais à Q3, et Q2 est différent de Q3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai le choix entre deux chemins possibles. C'est pas grave, laissez ça de côté, je reviendrai sur ça le prochain cours en présentiel pour bien vous expliquer avec des schémas, vous comprendrez mieux cette définition. Je passe aux remarques. Pour tout automate simple, il existe donc, retenez une chose, c'est que pour qu'un automate soit déterministe, il lui faut trois conditions. La simplicité, il faut qu'il soit simple, donc transition par terminaux. Deuxième condition, état initial unique. Donc là où vous avez plusieurs états initiaux, ce n'est pas déterministe. Alors pourquoi on définit la notion de déterminisme? Pourquoi on définit un automate déterministe? On définit un automate déterministe parce que je ne peux pas développer un analyseur lexical avec un automate qui n'est pas déterministe. Il faut que l'automate soit déterministe pour que je puisse développer un compilateur, pour que je puisse développer un analyseur lexical. Donc, mon automate doit vérifier ces trois conditions. Premièrement, il faut qu'il soit simple, des transitions par des terminaux, l'état initial unique, et les transitions uniques veulent dire pas de conflit. Je vous expliquerai, on reviendra si vous voulez sur ça, pour ne pas perdre les quelques minutes qui nous restent. Je donne les remarques. Pour tout automate simple, il existe un automate déterministe équivalent. Alors, c'est-à-dire quand on commençait au mois de septembre, j'expliquais et on montrait aux étudiants comment passer à partir d'un automate à un automate déterministe. Vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc on ne peut pas faire ce genre de manœuvre, donc on vous demande directement de construire l'automate déterministe tout simplement. Une deuxième remarque, deux automates sont dits équivalents si et seulement si ils génèrent le même langage. C'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Deux grammaires sont équivalentes si et seulement si elles génèrent le même langage. Donc, deux automates sont dits équivalents. En d'autres termes, pour le même langage, je peux trouver deux solutions différentes, deux automates différents. L'intérêt d'un automate déterministe, regardez bien cette ligne-là. L'intérêt d'un automate déterministe est que pour chaque mot, il existe un seul chemin, ce qui est indispensable pour l'analyse lexicale. C'est-à-dire c'est important pour l'analyse lexicale, il est important de trouver un automate déterministe. Donc, quand je vais réexpliquer ça, je vais vous réexpliquer ça. Maintenant, le passage d'un automate à une grammaire. Passage d'un automate à une grammaire, c'est pas très difficile. On peut passer à l'aise d'un automate à une grammaire. Il suffit tout simplement d'associer à chaque état de l'automate un nom terminal. Et après, à chaque fois que vous avez une transition dans l'automate qui va d'un état Q1 vers l'état Q2 par le symbole A, je vais mettre tout simplement dans ma grammaire, à partir de Q1 avec A, je vais à Q2. Donc, je peux passer à l'aise à partir d'un automate vers une grammaire. Le contraire n'est pas évident. Je reviendrai sur ce point la prochaine fois avec des exercices du TD, vous allez voir le problème. Maintenant, pour tout état final QF de l'automate, on doit ajouter dans la grammaire cette règle de production, c'est-à-dire QF qui me donne epsilon. Donc, je vais traiter cet exemple
On va traiter cet exemple. On s'arrête là. Je vous laisse vous reposer 5 minutes et je vais traiter cette partie-là en présentiel avec les exemples qui vont avec. Vous allez faire votre, n'oubliez pas le cours avec Madame GL. Alors, votre enseignante de GL, alors Madame Nadia Hadouch, voilà. Alors, pour le cours, on fait cours en présentiel Vous êtes où? On commence le dimanche présentiel, madame. D'accord. Donc, samedi, vous avez un TD avec Madame Amrous en ligne. Vous avez reçu mon email. Silence radio. J'ai envoyé un email à votre encadrant, à votre délégué qui a demandé de faire 2 heures de cours aujourd'hui et de laisser le TD pour le faire plus tard en présentiel ou à distance. Non, elle a demandé à faire en présentiel. Oui, mais en présentiel, c'est un peu délicat de changer l'emploi du temps. Donc, Madame Amrous va prendre toute la section le samedi. En ligne, pas présentiel. Non, en ligne. Samedi, ça sera en ligne. Pour ne pas le faire aujourd'hui. À quelle heure, madame? Elle vous contactera. Elle vous enverra un mail et elle vous fixera l'heure pour faire TD. Alors, pourquoi je préfère qu'elle démarre le TD? Pour qu'elle puisse vous faire les exercices simples en ligne. Et après présentiel, ça va être les exercices, plus des exercices de réflexion. Je préfère. Pour ne pas faire en présentiel les exercices simples, après être bloqué par la suite. Tout est réfléchi. Voilà, donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous enverrai ce qu'il y a envoyé et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Madame, s'il vous plaît. Madame, oui. Vous pouvez refaire l'exercice qu'on a traité aujourd'hui en présentiel. Non, je vais rien refaire. Je vais rien refaire. Tu sais qu'on est loin. On est loin. Il y a beaucoup de choses à faire que je vais me mettre à refaire. Jamais. Impossible. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. C'est faute de temps. D'autant plus, on aura 1 heure. Tu sais ce que c'est que 1 heure? Tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux, là, ça va être 1 heure. Madame, la dernière fois, vous avez dit on va le laisser en présentiel. Je l'ai expliqué aujourd'hui. Je lui ai consacré 1 heure. Parce qu'en présentiel, j'ai autre chose à faire. D'accord? Je dois avancer sur la série d'exercices. Je préfère avancer parce que là, c'était un exercice simple. D'accord? Et au contraire, je vais vous envoyer la série d'exercices. Vous allez vous exercer. C'est-à-dire, avec ce que j'ai fait avec la série, vous allez vous préparer bien comme il faut. Et comme ça, vous suivrez mieux le TD. Voilà. D'autres questions? Non, c'est bon, tout va bien. Des remarques? Est-ce que vous comprenez? Des gens qui sont en train de quitter. Vous comprenez? Oui, madame, c'est bon, madame. Très bien. Oui, madame. Allez, très bien. Allez, je vous laisse pour votre cours. D'accord, au revoir. Merci, madame.